Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique juridique. Fondé par Gérard Marcoux, dirigé par Jean-Claude Nemery et Thomas Peyroux. Le droit n'est pas seulement un savoir, il est d'abord un ensemble de rapports et pratiques que l'on rencontre dans presque toutes les formes de société. C'est pourquoi il a toujours donné lieu à la fois à une littérature de juristes professionnels, produisant le savoir juridique, et à une littérature sur le droit, produite par des philosophes, des sociologues ou des économistes notamment. Parce que le domaine du droit s'étend sans cesse et rend de plus en plus souvent nécessaire le recours au savoir juridique spécialisé, même dans des matières où il n'avait jadis qu'une importance secondaire, les ouvrages juridiques à caractère professionnel ou pédagogique dominent l'édition, et ils tendent à réduire la recherche en droit à sa seule dimension positive. À l'inverse de cette tendance, la collection Logique juridique des éditions L'Harmattan est ouverte à toutes les approches du droit. Tout en publiant aussi des ouvrages à vocation professionnelle ou pédagogique, elle se fixe avant tout pour but de contribuer à la publication et à la diffusion des recherches en droit, ainsi qu'au dialogue scientifique sur le droit. Comme son nom l'indique, elle se veut plurielle. Dernière parution. Yue Zhao, Coopérer en droit international des cours d'eau transfrontaliers, État du droit et études du cas chinois, 2020. Jean-Paul Valette, La dynamique du pouvoir exécutif sous la Ve République, 1958 à 1993, 2020. Rachid Nasser, Les normes internationales du travail entre global et local, Études internationales et comparées de l'interprétation des instruments de loi, 2020. Cyprien Danicourt, La protection de l'environnement en période de conflit armé, 2020. Nawel Bellage, La notion de droit réel, 2020. Gilles Tout-le-Monde, Le droit constitutionnel de la Ve République, 14e édition, 2020. Remerciements. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement Madame Catherine Thirvaudet de m'avoir fait découvrir l'intérêt du sujet traité dans ce mémoire et guidé dans le déroulement de la recherche. Qu'elle trouve ici l'expression de ma gratitude pour sa très grande disponibilité et ses inestimables conseils, tant dans le cadre de ce mémoire que pour l'ensemble de mon parcours universitaire. Mes remerciements vont également à mesdames Fabienne Terrine et Oriane Vergara, directrices de cette formation très riche qu'est le Master de droit privé appliqué. J'adresse toute ma reconnaissance à monsieur Laurent Kondratuk, ingénieur de recherche et membre du CRJFC, pour son considérable travail de mise en valeur du manuscrit. J'exprime enfin ma gratitude la plus sincère à mes proches, familles et amis, pour leur aide précieuse dans la relecture de ce travail, pour leur patience, ainsi que leur attention bienveillante et soutien inconditionnel. Liste des principales abréviations. Introduction. Trancher, c'est séparer, tirer une ligne entre le tien et le mien. La finalité de la paix sociale fait apparaître en filigrane quelque chose de plus profond qui touche à la reconnaissance mutuelle. Ne disons pas réconciliation. Parlons encore moins d'amour et de pardon qui ne sont plus des grandeurs juridiques, parlons plutôt de reconnaissance. Paul Ricoeur. En accord avec cette finalité de paix sociale, la conception d'une justice au plus près du justiciable est sans doute aussi ancienne que la justice elle-même. Pour Gérard Cornu, elle serait même plus ancienne. Elle est biblique, elle est proverbiale, elle appartient à la sagesse des nations et à la pensée antique. Dans l'imagerie populaire, Saint Louis rendant la justice sous son chêne à Vincennes par une méthode dialectique, orale et informelle, est une figure symbolique d'un pouvoir judiciaire directement accessible. C'est dans une volonté de proximité entre l'institution judiciaire et les justiciables que la conciliation prend tout son sens. Elle s'appuie sur le modèle d'un juge avec deux attributs. À la fois juge jupitérien, figure de la justice classique pyramidale, et juge herculéen, perçu comme un ingénieur social adaptant son office aux circonstances subjectives. Les relations entre la conciliation et l'institution judiciaire ont été marquées par de nombreuses évolutions. Bien que l'idée soit ancienne, une conciliation intrinsèque au système judiciaire et plus précisément aux juridictions civiles, lesquelles constitueront le périmètre de cette étude, n'a été institutionnalisée qu'après la Révolution par la création de juges de paix recrutés parmi les notables. Sans exercer aucune autre juridiction,
Le juge de paix était seulement un ange pacificateur en charge de la conciliation entre les parties. Petite conciliation, menée par les juges de paix et condition sine qua non avant l'introduction d'une instance contentieuse, ou grande conciliation, préliminaire organisée pour les affaires relevant d'autres tribunaux civils. Cette institution conciliationnelle à part entière a fonctionné durant plus d'un siècle et demi. La conflictualisation des relations autant que la complexification des affaires a mis un terme à son fonctionnement. Les justiciables attendaient de la justice non pas tant de pouvoir exprimer leur désaccord que d'obtenir la décision judiciaire susceptible de régler ces faits entendus ou mal entendus. La mission conciliationnelle a fini par être corrélée au pouvoir juridictionnel de tribunaux d'instance, se substituant à l'institution des juges de paix en 1958. Un même juge d'instance était alors à l'origine d'un ordre juridique imposé et d'un ordre juridique négocié. L'avènement du nouveau Code de procédure civile en 1975 a intégré encore davantage la conciliation au procès civil, en inscrivant cette mission conciliationnelle pacificatrice au rang de ses principes directeurs, entre les droits de la défense et la publicité des débats. Constituant un chapitre isolé, l'article 21 du Code de procédure civile dispose expressément qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Par cette réforme, le législateur a renforcé l'institutionnalisation de la conciliation, de telle sorte qu'elle ne relève plus exclusivement de la mission d'un juge spécialisé mais de l'ensemble des juges civils. Dans un souci de clarté et de concision, ce mémoire s'attachera à la question de la conciliation menée par les juges civils de première instance. La conciliation fait désormais partie de l'office du juge. Articulée à son office juridictionnel issu de l'article 12 du Code de procédure civile, l'article 21 du même code nous fait comprendre que le juge a désormais à sa disposition deux modes judiciaires de règlement pour trouver une solution au litige. Une solution juridiquement imposée ou amiablement trouvée. Pour assister le juge et pallier son manque de temps, le législateur a institué en 1995 un second type de conciliation judiciaire, la conciliation déléguée, menée par un conciliateur sur délégation du juge. Cette conciliation, qu'elle soit directement menée par le juge ou déléguée à un conciliateur, est depuis régie par les articles 127 à 131 du Code de procédure civile. Ce déploiement de la conciliation judiciaire s'inscrit dans un mouvement d'expansion des modes amiables de règlement des différends, MAR. La nature judiciaire de la conciliation n'est pas explicitement précisée dans les dispositions du Code de procédure civile, étant de fait inscrite dans ce cadre. Dès lors que la conciliation est partie prenante de l'institution judiciaire, aucune définition légale n'a d'ailleurs jamais été édifiée. Les contours de la conciliation judiciaire peuvent être définis selon deux approches. La première consiste à construire une définition par distinction avec d'autres notions voisines. Ainsi, la conciliation judiciaire est souvent confondue avec la conciliation conventionnelle, ou bien encore avec la médiation, alors même qu'elles sont complémentaires. Une confusion existe aussi entre conciliation judiciaire et pacte d'amiable composition, lequel permet aux parties d'affranchir le juge d'une stricte application du droit pour rechercher une solution plus juste, plus équitable. En dépit de quelques similitudes, ces deux notions diffèrent pour deux raisons. D'une part, alors que la conciliation aboutit à un accord contractuel, l'amiable composition aboutit directement à un jugement, acte juridictionnel. D'autre part, on peut considérer que l'amiable composition amoindrit l'office du juge, alors que la conciliation est une modalité de son exercice. En conséquence, construire une définition de la conciliation judiciaire à contrario d'autres outils juridiques ne paraît guère pertinent. Cela reviendrait d'ailleurs à nier son identité propre. La singularité de la conciliation nous amène donc à préférer une seconde méthode d'approche de la notion. Définir son objet puis lui attribuer une nature judiciaire. Dans le langage courant, la conciliation, provenant du latin conciliar, est définie comme une action qui vise à rétablir la bonne entente entre des personnes dont les opinions ou les intérêts s'opposent. Sous un angle juridique, Cornu met l'accent sur une approche pluridimensionnelle de la conciliation. Selon lui, la conciliation est un mode de solution du litige, une phase de la procédure tendant à aboutir à cet accord, et un accord par lequel deux personnes en litige mettent fin à celui-ci. Ce terme est donc polysémique.
Il désigne à la fois une démarche, un moyen, un processus, et un résultat, une fin, dont l'accomplissement est cependant incertain. Principe directeur du procès civil, la conciliation tirerait sa nature judiciaire de l'article 21 du Code de procédure civile, dont la concision traduit un office exempt de nombreuses servitudes processuelles. Pour autant, la nature judiciaire de la conciliation serait-elle réductible à son fondement textuel ? N'est-elle pas davantage conditionnée à une meilleure intégration de la conciliation au cœur des juridictions civiles ? Sans doute, les difficultés d'assimilation d'une culture de conciliation aux institutions judiciaires civiles sont-elles en partie imputables à l'absence d'idées claires sur sa définition. En effet, ce qui pose problème et incite à la réflexion, c'est moins le fonctionnement effectif de la conciliation judiciaire en application de dispositions textuelles, que l'approximation de son caractère judiciaire en raison de la fragilité de son intégration au sein des juridictions civiles, partie 1. D'une certaine façon, ce manque de considération de la conciliation judiciaire contrevient à la fraction conciliationnelle de l'office du juge et va indirectement à l'encontre d'une mission de l'État, offrir aux justiciables les tenants d'une justice conciliationnelle. Impulsé depuis les années 1990, le mouvement de revendication d'augmentation substantielle du nombre des juges ne doit pas faire oublier que l'office du juge a aussi vocation à évoluer. La revalorisation de l'office du juge dans sa dimension conciliationnelle passe par une réappropriation de la conciliation par les institutions judiciaires civiles. Une nouvelle culture amiable pourrait s'appuyer sur la conciliation, alors érigée en un véritable mode de règlement judiciaire, partie 2. Première partie, l'approximation du caractère judiciaire de la conciliation. Dans la majorité des ouvrages juridiques, les auteurs mettent l'accent sur une comparaison entre mode judiciaire et mode conventionnel de règlements amiables. La conciliation judiciaire, comme son adjectif le suggère, entrerait dans la première de ces divisions. Plus fondamentalement, la question essentielle est celle de la justification de cette nature judiciaire. Selon quels arguments la conciliation pourrait-elle revêtir l'habit du judiciaire ? Sans s'attarder sur la notion de judiciaire, qui nécessiterait de plus amples développements, le sens courant de ce terme renvoie à ce qui relève de la justice, à son administration, qui se fait en justice par autorité de justice. Jamais conçu isolément, le terme se rapporte à d'autres expressions, tribunaux judiciaires, erreurs judiciaires, casiers judiciaires, etc., et notamment à la notion de conciliation. Loïc Cadiet souligne que la conciliation est doublement judiciaire, car elle est mise en œuvre à l'occasion d'un procès d'une part, et mise en œuvre par le juge lui-même d'autre part. Ces deux composantes de la définition trouvent directement leur justification dans l'article 21 du Code de procédure civile. La conciliation entre dans la mission du juge, lequel intervient, a priori, à l'occasion d'un procès civil. Ces éléments de définition invitent à une approche purement contextuelle de la nature judiciaire de la conciliation. Indépendamment du fonctionnement même de la conciliation judiciaire, c'est le cadre dans lequel elle s'inscrit et la personne sous l'autorité de laquelle elle est menée qui lui confère sa nature judiciaire. Bien qu'étant indéniables, ces deux éléments de définition méritent des précisions. D'abord parce que le procès civil dans lequel s'inscrit la conciliation n'implique pas nécessairement sa nature purement judiciaire, exclusive du conventionnel et de l'extrajudiciaire, chap. 1. Ensuite, du fait que l'intervention du juge au cours de la conciliation judiciaire ressemble moins à une impulsion qu'à une supervision conciliationnelle du juge, chap. 2. Chapitre 1 Le cadre judiciaire de la conciliation. L'environnement judiciaire dans lequel s'inscrit la conciliation constituerait l'un des éléments de sa définition entérinant sa nature judiciaire. Autrement formulé, la conciliation serait une conciliation de nature judiciaire, puisque mise en œuvre à l'occasion d'un procès civil. Cette précision terminologique correspond à une volonté de classer les mares, selon qu'ils sont menés dans ou hors cadre judiciaire. Cet environnement dans lequel s'inscrit la conciliation judiciaire permet donc de ne pas la confondre avec la conciliation dite conventionnelle, se déroulant hors du cadre judiciaire. Le procès semble ainsi élaborer une séparation entre la conciliation judiciaire et les autres modes amiables extrajudiciaires. Pourtant,
Arguer que la nature judiciaire de la conciliation est justifiée en raison du cadre dans lequel elle s'effectue serait l'affranchir de toute nature conventionnelle. Or, le conventionnel est inhérent à la conciliation fût-elle judiciaire, section 1. Par ailleurs, l'existence d'une instance n'est pas un élément suffisamment déterminant de la nature de la conciliation. Même si la conciliation naît à l'occasion d'un procès civil, elle peut avoir une nature extrajudiciaire, voire parajudiciaire, section 2. Section 1. La part conventionnelle, de la conciliation judiciaire. Ce distinguo entre conciliation judiciaire et conventionnelle laisse croire à une exclusion réciproque des deux adjectifs. Une fois l'adjectif judiciaire, accolé à la conciliation, cette dernière ne serait alors nullement de nature conventionnelle. Or, bien que le cadre judiciaire dans lequel s'inscrit la conciliation soit une caractéristique de sa définition, elle n'est pas synonyme d'opposition hermétique à la notion de conventionnel. Au contraire, la conciliation judiciaire permet l'intégration d'un mode de résolution conventionnel au cœur du procès civil. Le comportement conciliationnel des parties et l'accord de conciliation potentiel en résultant caractérisent précisément la conciliation judiciaire. Certains auteurs affirment d'ailleurs que la conciliation judiciaire participe à un décloisonnement des champs du contrat et du procès civil, les deux notions de judiciaire et conventionnel s'entremêlant en son sein. 1. La distinction entre conciliation judicaire et extrajudiciaire est certainement plus cohérente d'un point de vue terminologique. Néanmoins, la conciliation judiciaire intègre des notions extrajudiciaires telles que le conflit qui ne devrait en principe pas passer les portes du procès civil. L'extrajudiciaire s'immisce ainsi, au même titre que le conventionnel, dans la pratique de la conciliation judiciaire. 2. 1. La double nature de la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.